L'œuf maillot, le podcast native qui vous met l'eau à la bouche. En 2009, Sébastien Loptin crée l'entreprise BioFuture avec pour objectif de revisiter les produits du quotidien et proposer des versions véritablement plus saines, alliant équilibre nutritionnel, gourmandise, naturalité, le tout made in France. Avec la marque Quintessence, il développe une gamme d'huiles, de sauces et de vinaigrettes saines. Son dernier projet Nod, lancé il y a quelques mois, propose des produits normaux, portés par une philosophie d'un monde où la normalité soit le bon. Bonjour Sébastien. Bonjour Christine. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Vous venez de l'agroalimentaire. Est-ce que vous vous souvenez quel a été l'élément déclencheur de votre prise de conscience sur l'alimentation durable ? Je me souviens en fait qu'il n'y a pas un facteur. Je pense que c'est plutôt un cheminement. Donc c'est multifactoriel en ce qui me concerne. Moi je viens du monde de l'agroalimentaire, mais mes grands-parents et arrière-grands-parents venaient aussi du monde de l'agroalimentaire, puisque mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs et que mes grands-parents étaient traiteurs, chefs pâtissiers, cuisiniers. Donc j'ai toujours baigné dans une culture de la cuisine française, gourmande, plutôt saine, sans produits transformés. Et cet héritage-là, c'est vrai que ça me passionnait, donc j'ai commencé dans ma carrière dans l'agro, chez Le Sieur d'abord, puis ensuite chez Rémy Martin, Rémy Cointreau, puis en filière agricole. Donc j'ai toujours été, entre guillemets, très sensible à l'alimentation. Et puis parallèlement, je suis devenu papa. Et quand on devient papa, nécessairement, on a une conscience qui s'affûte un petit peu parce que on souhaite pour ses enfants le meilleur et que je me dis qu'est-ce que je pouvais donner à mes enfants pour qu'ils soient vraiment au top. Il me semblait que les deux bases, c'était de l'amour et une alimentation la plus saine possible pour qu'ils grandissent bien. Alors pour ce qui était de l'amour, j'avais à peu près ce qu'il fallait. Et je me suis rendu compte que malgré le fait d'être un expert alimentaire, bien les nourrir, c'était compliqué. Voilà, je vous parle de ça il y a 17 ans. C'était compliqué parce que pour moi, bien les nourrir, ça m'a ramené à ce que faisaient mes grands-parents, arrière-grands-parents. C'était travailler les produits les plus bruts possibles en agriculture française, sans chimie. Et en fait, ce qu'on trouvait dans les rayons, on était très 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 loin de satisfaire l'exigence que je mettais pour mes enfants. Donc ça m'a permis de me rendre compte que ce que je faisais depuis 15 ans, d'un point de vue professionnel, était à l'opposé de ce que faisaient mes arrière-grands-parents et qu'il était peut-être temps de me réaligner. Voilà, donc c'est pour ça que ma prise de conscience, elle s'est faite en plusieurs étapes, à la fois sur mon expérience et mon héritage personnel, et puis sur l'arrivée de mes enfants, qui m'ont amené un petit peu à me dépositionner, à regarder le monde un peu différemment. Pourquoi ce nom Nod ? Alors Nod, si vous le lisez avec un miroir, ce que je vous invite à faire, vous verrez que ça se lit bon. En fait, en effet miroir à l'envers, ça se lit bon. Bon, pourquoi ? Parce qu'on considère que l'alimentation, c'est un acte extrêmement engageant. C'est-à-dire quand vous mangez, logiquement 3 fois par jour, 2 fois pour certains, mais on n'a pas le choix, il faut manger tous les jours. Et quand on mange, quotidiennement, on va décider de la société dans laquelle on vit. Si on fait un choix d'une alimentation qui est bonne pour notre santé, on sera en meilleure santé. Si on fait un choix d'alimentation qui est bonne pour la planète, effectivement, on aura un écosystème qui sera préservé pour nos enfants. Si on fait un choix d'alimentation qui est bonne pour l'économie, on va privilégier des PME françaises pour soutenir l'emploi et éventuellement une agriculture française. Donc le bon, il se veut extrêmement holistique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de nourrir les gens de manière bonne pour leur santé, bonne pour la planète, bonne pour l'économie et bonne pour les agriculteurs. Vous proposez des mélanges d'huiles végétales qui couvrent des besoins nutritionnels à chaque étape de la vie. Huile pour la future maman, huile pour l'enfant, l'huile pour l'adulte, l'adolescent, etc. Comment vous avez élaboré vos recettes ? Alors ça, c'est vrai qu'on a démarré par cette gamme d'huile sur un constat qui est assez simple, qui est que notre consommation d'huile depuis 60 ans, elle est complètement dictée par les politiques agricoles communes. C'est-à-dire qu'on croit bien faire, les parents croient bien faire quand ils achètent de l'huile d'olive, ou quand ils achetaient avant du tournesol, ou quand ils achetaient il y a 60 ans de l'huile d'arachide. Et en fait, ce sont des choix qui sont extrêmement réducteurs. L'équilibre nutritionnel passe par la biodiversité, passe par la diversité végétale. Donc le premier constat, ça a été de se dire aujourd'hui, on a des consommateurs c'est une grande mascarade, qui sont persuadés que l'huile d'olive, c'est une huile santé par excellence parce qu'on leur a vendu le régime crétois dans les années 90, qu'on leur a vendu que c'était fantastique pour le cardiovasculaire. Alors c'est une huile qui est intéressante, mais c'est une huile qui est très insuffisante. Donc le seul moyen, au niveau de la matière grasse, d'avoir des apports complets et équilibrés, c'est de les varier. Vous ne mangeriez pas de la carotte toute l'année. C'est pareil, il ne faut pas consommer qu'une huile toute l'année. Donc la base du constat, c'était de se dire qu'il faut faire des mélanges. Mais en revanche, quand on fait un mélange, il faut que le mélange ait une destination. Et la meilleure destination possible, c'est notre besoin physiologique. Voilà. Donc il y a 5 grandes périodes dans la vie où les besoins vont évoluer. La femme enceinte, le bébé, l'enfant, l'adulte et à partir de 50 ans. Nous, très simplement, c'est rapprocher de l'Institut des corps gras et d'un cabinet de nutritionniste et on leur a demandé de nous formuler 5 mélanges qui répondent précisément à chaque étape de la vie.
Voilà, dans ces 5 étapes-là, de façon à ce que les gens devant le rayon ne soient plus perdus. Et au lieu de se dire qu'est-ce que je prends, du colza, de l'olive, du lin, de la cameline, de l'arachide ou du tournesol, puissent instantanément savoir quelle huile il leur faut en fonction tout simplement de leur âge. Donc c'est des produits de confort extrêmement complets, tout en agriculture biologique, en huile vierge, pressée à froid, et en agriculture française. Donc on essaye effectivement de... D'où viennent vos productions d'ailleurs? En termes d'offres, quand j'ai créé BioFutur, j'ai un rêve que j'essaye d'accomplir avec les équipes, c'est de créer le placard ultime, le placard BioFutur, le placard Node. Et on a tous au quotidien une routine alimentaire. Alors que j'imagine que vous, chaque mois, vous achetez de l'huile, des sauces peut-être, des vinaigrettes, peut-être des céréales, des pâtes à tartiner. Enfin voilà, on a une routine de placard. Moi en tant que papa, tous les mois en épicerie, je vais reproduire un certain nombre d'achats pour mes enfants. Ces achats ne sont pas satisfaisants. Donc moi ce qui me fait rêver, c'est d'avoir demain un placard ultime, où quel que soit le produit que j'ai dans mon placard, il coche toutes les cases. C'est-à-dire ma santé, ma planète, l'agriculteur du coin, l'emploi de la PME, et que ce soit un vrai vote utile. Donc nos productions, aujourd'hui, on commercialise des huiles, des sauces, des vinaigrettes, on a d'autres projets en développement, et on travaille exclusivement avec des PME françaises. Donc on va aller chercher, en fonction du produit qu'on veut revisiter, on va aller chercher le meilleur partenaire, le bon savoir-faire, la bonne PME, systématiquement familiale, voilà, qu'elle ne soit pas dépendante d'un fonds, systématiquement engagée dans une démarche RSE, donc bureau entreprise durable ou PME+, avec une gouvernance par le dirigeant, une part du chiffre d'affaires en agriculture biologique. Voilà, donc on choisit des partenaires qui nous ressemblent. Et derrière, 100% de nos produits sont fabriqués en France, donc par des PME en Provence, dans le Sud-Ouest, dans le Limousin, et avec une proportion d'ingrédients cultivés en France qui est de 82% aujourd'hui. Il y a certaines matières premières exotiques, le gingembre, le curcuma qu'on ne trouve pas chez nous, mais 82% de nos matières premières sont cultivées en France, voilà, par des paysans français en bio. La gamme Carte d'essence est distribuée exclusivement en magasin bio. Et à contrario, pour Node, vous avez opté pour une distribution en grande et moyenne surface. Pourquoi? Alors historiquement, quand on a démarré, c'est vrai que je connaissais pas du tout les circuits bio, je venais de la grande distribution, mais j'étais assez attiré par le modèle qu'ils proposaient. Donc un modèle beaucoup plus vertueux, un modèle aussi chez Biocoop coopératif, donc un autre modèle d'entrepreneuriat. Et donc je trouvais que c'était un modèle qui nous ressemblait. Donc on a démarré avec Quintessence en magasin bio spécialisé. La marque est présente aujourd'hui dans l'ensemble des enseignes. Et puis, voilà, régulièrement, on a été contacté par la grande distribution. Donc, on s'est à un moment posé la question de comment permettre aux gens qui vont aussi en grande distribution d'avoir accès à une alimentation qui se veut un petit peu holistique. Et l'an dernier, enfin, il y a 2 mois, on a décidé de rentrer en grande distribution avec une marque donc, qui s'appelle Node et qui arrive dans un univers qui est très différent. En grande distribution, Christine, enfin, c'est pas un secret, la norme n'est pas la même. Quand on parle d'agriculture conventionnelle, il y a le mot convention, c'est une agriculture de convention, et l'agriculture conventionnelle, c'est l'agriculture de la chimie de synthèse, pesticides notamment. Donc on est dans un univers où la norme est devenue la chimie de synthèse. Donner aux gens des pesticides, des additifs, des ultra-transformés, c'est normal. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment alimentaire où c'est comme ça qu'on trouve normal de nourrir les gens. Donc nous, on a trouvé rigolo de débarquer en grande distribution en disant aux gens tout simplement que le bon sens, c'était peut-être d'en changer. Donc c'est pour ça que la marque Node s'écrit à l'envers, que les produits s'écrivent à l'envers, parce qu'on a été beaucoup trop loin et que moi je trouve absolument pas acceptable qu'on trouve normal, à notre époque, dans une société qui se dit civilisée, de nourrir les enfants avec des pesticides, des additifs ou des ultra-transformés. On parle aussi d'ailleurs d'agriculture raisonnable où on utilise des pesticides de manière raisonnable, ce que je trouve aussi assez effrayant. Quels sont les premiers retours sur le lancement de Node, justement? Ils sont assez enthousiastes et je crois vraiment que c'est un des plus jolis lancements qu'on ait fait, enfin moi de ma carrière, qui est un des plus jolis lancements parce que je crois qu'on arrive au bon moment. Je pense qu'on arrive à un moment où on sort d'une crise Covid qui a mis à mal notamment les organismes fragiles. On est à un moment où voilà, il y a des alertes climatiques, où l'ONU, qui est quand même pas l'organe le plus alarmant du monde, est en train de dire qu'on est face à une menace existentielle réelle. Donc on est quand même en train de parler de la survie de l'humanité. Et donc je pense que voilà, le fait de nous débarquer avec cette marque qui interpelle, qui va en sens inverse, c'est une première, et jamais une marque s'est écrite à l'envers. Je crois qu'on est dans le bon timing. Donc du coup, il y a une espèce de résonance qui va bien et les clients, que ce soit les clients ou les consommateurs, trouvent ça à la fois très sympa, alors assez audacieux, parce qu'on est petit, on n'a pas beaucoup de moyens, donc on essaye d'émerger comme on peut, audacieux et globalement très juste. Donc on a démarré chez Monoprix, on a démarré chez Carrefour, les premiers retours sont très bons, et puis quand on visite des enseignes ou des magasins, c'est vrai qu'on sent que les gens ont envie de jouer le jeu. On a l'impression qu'on emmène les gens avec nous sur cette transition alimentaire. Quels sont les produits les plus vendus pour l'instant ?
Alors aujourd'hui, Et pourquoi ? si on cumule au niveau de BioFuture sur l'ensemble des marques, aujourd'hui le gros de notre chiffre d'affaires il va plutôt se faire encore sur les huiles, notamment sur les huiles santé qui sont les premiers produits qu'on a lancés et qui continuent à avoir de la croissance 8 ans plus tard. Après il y a une gamme de produits qu'on a revisité et qui est une gamme qui illustre tellement bien la junk food et les frictions nutritionnelles qu'on peut trouver dans l'alimentation, c'est les sauces, le ketchup, la sauce barbecue, la sauce burger. Quand vous regardez la compo, alors je ne vais pas citer de marque, mais quand vous regardez la compo des grands groupes agroalimentaires qui font de la sauce burger ou de la sauce barbecue, mais vous en donnez même pas à un animal de compagnie. Surtout pas d'ailleurs. Impossible de donner ça à un être vivant. C'est que de la chimie, des additifs, des noms incompréhensibles. Donc c'est vrai que c'était un vrai pari que de revisiter ça et de le faire avec de l'ingrédient brut, cultivé en France, bio. Donc aujourd'hui, on se rend compte que les sauces sont en train de clairement de décoller et je pense que ce sera le segment qui va tirer nos ventes demain. Vous dites que vous êtes sans conservateur. Comment vous faites pour les sauces ? Alors j'ai envie de dire comment on faisait avant la pharmacie. On avait les plantes. La pharmacie s'est inspirée des plantes. L'additif s'est inspiré de l'aliment. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de retrouver ce qui a inspiré l'additif. C'est-à-dire que historiquement, pour conserver des produits, par exemple, si on parle de la conservation, les anciens faisaient quoi ? Ils utilisaient par exemple de la matière grasse, de l'huile, conservation dans l'huile d'olive par exemple. On peut utiliser le sel pour la salaison, le fumage, le sucre, l'acidité. Et en termes de micronutriments, vous avez un micronutriment qui est extra, qui est la vitamine E, qu'on trouve dans certains aliments, le tournesol par exemple, qui est un antioxydant naturel, qui protège aussi nos cellules. Donc en fait, avec toutes ces combinaisons qu'offre la nature, nous, quand on fait une formule, on essaye de trouver le bon équilibre ou les bons produits pour que chaque ingrédient apporte sa petite contribution technologique, j'ai envie de dire, mais naturelle, aux autres. Donc sur la conservation, on va travailler l'acidité, on va travailler la présence, la teneur en vitamine E, on va travailler la matière grasse, de façon à avoir des produits qui se tiennent dans le temps. Alors, on n'a pas les durées de vie de 18 mois comme on peut avoir sur les maillots industriels, mais qui garde une maillot, j'ai envie de dire, si au bout de 18 mois elle n'est pas vendue, il faut s'interroger. Vous êtes en train de dire que la mayonnaise est bon pour ma santé ? Alors j'ai envie de dire que la mayonnaise est un produit qui est complètement, s'il est bien fait, qui est absolument pas délétère. Alors ce qui est marrant, c'est que moi sur la mayonnaise, vous mettez le doigt sur un truc que je trouve croustillant, parce que la mayonnaise est un aliment qui n'est pas régi par une recette. C'est-à-dire que quand vous prenez une mayonnaise, je vais citer type Benedicta, que vous regardez la composition, c'est en 1 de l'eau, en 2 des additifs, en 3 du sucre. Pour moi, on est très loin d'une recette de mayonnaise. Je ne comprends même pas que ça s'appelle encore une mayonnaise. Donc si vous prenez une vraie mayonnaise avec une matière grasse de qualité, de l'œuf, une petite pointe de sel, de la moutarde, ma foi, vous n'allez pas manger le pot. Vous avez le label 1% for the Planet. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Alors ça, c'est une décision qu'on a prise cette année en termes d'investissement parce qu'on essaye de faire des bons produits, mais on essaye surtout de les faire bien. Donc l'entreprise est engagée depuis le début dans une démarche responsable. On est labellisé bio-entreprise durable, on est PME+, on est en train de travailler sur le référentiel Bicorp. Donc pour nous, c'est vraiment important d'avoir un impact minimum sur l'environnement. Et j'ai envie de dire, quoi qu'on fasse, un impact on en a un, parce qu'à partir du moment où vous générez une activité, vous laissez une trace derrière vous. Donc aussi petite soit cette trace, elle existe, et le 1% pour la planète, pour nous, c'est un petit peu notre bonne conscience, qui fait qu'on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à des associations de protection de l'environnement, de façon à nettoyer un petit peu la trace qu'on laisse derrière nous. Vous insistez sur la transparence, afin que le consommateur puisse acheter en toute connaissance de cause. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour faciliter ça ? Alors déjà, pour moi, la transparence, parmi les déclencheurs historiques, la transparence, je trouve que c'est la vérité même. La vérité, c'est un sujet fondamental. Je trouve qu'il n'y a pas de vérité qui est mauvaise à dire. La vérité, elle fait toujours avancer collectivement. On le voit d'ailleurs, on est très souvent méfiant des gens qui nous mentent et je crois qu'on nous a trop menti, que ce soit dans l'agro-industrie, dans la pharma, etc., ce qui fait que les gens n'ont plus confiance. Il est temps donc de remettre un peu de vérité, mais surtout au-delà de la vérité, je pense que c'est carrément un droit que les gens sachent ce qu'ils mangent. Enfin, on donne à manger à nos enfants et on doit le faire en aveugle. C'est quand même un truc de malade. C'est-à-dire que non seulement la norme est devenue la chimie, l'additif, etc., mais en plus les gens ne le savent pas. C'est-à-dire que les gens arrivent devant un produit, et puis sur un ketchup, il va y avoir des belles tomates grappes, et puis j'achète ça, en plus c'est pas cher évidemment, vu comme c'est fait, et je donne ça à mes enfants en aveugle complète. Et à côté, si vous essayez de faire quelque chose de bien, vous prenez des taxes. Donc en fait, on est dans un univers où la vertu est punitive. En tout cas, elle est punie. Si vous faites un produit vertueux, il faut mettre un label AB, il faut payer la certification, il faut payer vos analyses, et en plus, vous allez polluer votre pack avec un label. Et le label, il stigmatise. Si vous mettez un label, le consommateur, il va vous dire
Ah mais est-ce que c'est vraiment bio? Mais d'où ça vient? Il va se poser plein de questions. Par contre, à côté, le ketchup avec ses tomates grappes, personne ne lui pose de questions. Donc c'est extrêmement injuste. Et cette transparence, moi ce que j'aimerais, c'est qu'elle soit la même pour tous. C'est-à-dire que celui qui fait un choix d'agriculture traité le dise au même titre que celui qui fait un choix d'agriculture bio. Que celui qui met des additifs le dise au même titre que celui qui n'en met pas. Donc le consommateur a le droit de savoir. Je pense que quand le consommateur sait, il peut faire un choix plus éclairé pour lui, pour sa santé, pour la société. Voilà. Et puis après, les industriels s'adaptent. Comment vous pensez qu'on peut justement sortir de ce cercle infernal? Alors, si on mise, on va pas se mentir, si on mise sur la bonne volonté de l'industrie, on n'y arrivera pas. Je ne vois pas un industriel vous dire mes tomates viennent de Chine, il y a des additifs cachés partout, il y a un taux de sucre incroyable, voilà, ou des pesticides. Donc, je pense qu'à un moment, il faut que le politique prenne ses responsabilités. Et je pense que plutôt que de nous emmerder avec des lois dans tous les sens de sécurité alimentaire, qui posent un peu des lois sur la transparence alimentaire. Et peut-être qu'on devrait à un moment légiférer pour nous imposer à nous, Marc, moi le premier, pour nous imposer d'indiquer sur nos packaging de manière très claire, très lisible, pas caché en tout petit au dos, d'indiquer aux consommateurs le type d'agriculture, le choix de type d'agriculture qu'on a fait, la présence d'additifs ou pas, la qualité nutritionnelle et l'origine des ingrédients. Ces 4 critères-là, pour moi, ce sont les piliers alimentaires. Et à un moment, je pense qu'il faut que le politique donne les moyens aux consommateurs. C'est très démocratique. Et on parle de souveraineté alimentaire. La souveraineté, c'est le peuple. Laissons le peuple décider en connaissance. Vous pensez que les labels et les certifications bio ne suffisent plus comme marqueurs de confiance? Ils ont fait le job en termes de marqueurs de confiance. Je pense qu'ils arrivent à des limites parce qu'ils sont isolés et que donc ils s'auto-stigmatisent. Et que ça fait la part belle à... Vous savez, moi, quand les gens me disent ton produit est plus cher, j'ai envie de dire pose-toi plutôt la question de pourquoi l'autre est si peu cher. Je crois qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Et évidemment qu'on ne peut pas oui, se mais poser... la plupart des gens vont aller vers le produit qui est pas cher. Exactement. Ils vont aller vers celui qui est pas cher. Ils vont y aller d'autant plus qu'il n'y a aucune information qui les mette face à la réalité de ce qu'ils vont consommer. On l'a testé, nous, avec des parents sur le ketchup. Si d'un coup, sur une marque de ketchup leader, vous indiquez très clairement que les tomates viennent de Chine, qu'il y a des additifs cachés, qu'il y a des pesticides et que la valeur nutritionnelle elle est catastrophique, je vous assure que vous comprenez pourquoi c'est pas cher. Et en tant que parent, alors peut-être pas tout le monde, mais même si c'est que 30% des parents qui bougent, ça fait bouger toutes les lignes. Donc il y a un moment, effectivement, les gens vont vers le pas cher parce qu'ils pensent que c'est normal et qu'ils vont s'alimenter normalement. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Oui, puis c'est une marque qu'on connaît, qui existe depuis longtemps. Bien sûr. C'est comme ces marques qui vendent du lait et des noisettes aux enfants quand c'est de la palme et du sucre. Bon. Voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'à un moment, le devoir de vérité, il s'impose à tous. On l'a vu avec Yuka. Yuka est un premier exercice de transparence qui nécessite que ce soit le consommateur qui fasse l'effort, d'ailleurs, ouais, pas la marque. Mais rien que Yuka ça a fait bouger les marques, en clinant un peu au niveau des additifs notamment. Et juste très peu de paramètres. Donc imaginez si on commence à faire transparence sur le type d'agriculture, l'origine des ingrédients, mais transformer la société, positivement. En 2009, vous étiez l'un des précurseurs sur la question de l'alimentation durable. Est-ce que vous avez remarqué, vous, des changements de comportement depuis? Oui, indéniablement. Moi, il y a en 2009, quand je présentais mon projet à des business angels, je passais vraiment pour un José Bové. C'était le mec qui veut faire du bio français, sans additifs, voilà, sans plastique. Enfin, les gens nous regardaient, un illuminé en plus, qui quitte un grand groupe, confortable. Je passais pour un fou. Aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même une vraie dynamique. Des startups dans la food tech, il y en a plein. Oui. On sent que c'est aujourd'hui, il y a une vraie dynamique positive sur une autre alimentation. Malheureusement, cette dynamique, elle ne se voit pas encore tellement dans les chiffres. C'est-à-dire que tout le monde parle du bio, mais le bio, c'est 9% du marché. Donc, c'est-à-dire que 91% du marché est encore traité. Donc, à un moment, il faut, pareil, remettre les chiffres. On ne peut pas faire dire tout et n'importe quoi. Quand moi, on me dit le bio est à plus 10, c'est formidable. Je dis plus 10 sur plus 9. Putain, les gars, on est à 20% dans 20 ans, mais ce sera trop tard. Donc, à un moment, il faut se dire, on est encore à 91% de surfaces agricoles utiles qui sont traitées aux pesticides. C'est trop, c'est pas normal. Il faut aller plus vite. Donc, évidemment que les choses ont changé. Je trouve qu'elles ne changent pas assez vite. On a un devoir vis-à-vis de la génération qui arrive de leur laisser une terre plus propre que celle dont on a hérité. Et aujourd'hui, on n'est pas dans cette direction-là. Vous dites d'ailleurs que manger, c'est voter, mais pour vous, quels sont les autres leviers pour cette transformation positive? Manger, c'est voter. Après, il y a d'autres enjeux autour du contenu. Nous, on attache beaucoup d'importance au contenu du produit parce que c'est là que tout commence, c'est là que tout se joue. Quand vous fabriquez un produit, par le contenu, vous allez agir sur l'agriculture, sur le sous-traitant, donc l'économie, sur la santé des gens. Donc c'est la base. Après, il y a toute la dimension emballage qui doit aussi appeler à un moment une réflexion.
pour sortir du plastique, pour sortir du micro-emballage qui génère des micro-déchets permanents, pour aller vers davantage de solutions vrac. Donc ça nécessite des changements de comportement. L'emballage est effectivement un autre point. Et puis enfin, l'autre grand levier pour moi, c'est de se remettre à la cuisine. Il y a un moment... Et de ne pas acheter des produits transformés. Exactement. Le consommateur, à un moment, doit aussi se reprendre en main. C'est-à-dire que l'industrie ne peut pas tout faire. Le consommateur doit aussi, chez lui, à un moment, se dire « Est-ce que j'ai besoin d'avoir, moi je vois des caddies, est-ce que j'ai besoin d'avoir autant de bouteilles de coca dans mon frigo ?» L'eau, c'est meilleur et c'est pas cher. Donc si on doit commencer par faire des arbitrages économiques et sanitaires, arrêtons un peu les sodas, arrêtons les plats tout prêts, ultra transformés. On va payer moins cher et on aura une meilleure qualité alimentaire en passant un tout petit peu plus de temps en cuisine et en buvant un petit peu plus d'eau. Donc c'est quand même accessible, je crois, au plus grand nombre. L'alimentation industrielle est la première cause de mortalité au monde, un constat effarant. Vous vous êtes engagé sur cette cause et vous avez dénoncé le greenwashing de certains grands groupes. Comment votre engagement prend-il forme ou se transforme-t-il ? Ouais, c'est flippant. Enfin, c'est vrai que cette stat, Christine, moi, elle me fait froid dans le dos. On est dans une société, comment est-ce qu'on peut se dire civilisé quand ce qui est censé nous nourrir nous détruit? On a loupé quelque chose. Donc nous, évidemment, moi j'essaye modestement à mon échelle de faire ma part. Je me rends compte que ça a aussi impacté pas mal de gros. Sur le ketchup, curieusement, il y a des grandes marques qui sont en train de cleaner leurs recettes. Ça a fait bouger les lignes sur les origines aussi en magasin bio. Donc on se rend compte qu'on... Vous êtes l'agitateur, quoi. Il y en a d'autres, mais en tout cas, on se rend compte que c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas à l'ouvrir ou qu'on n'a pas un rôle à jouer. Donc c'est pour ça que je me dis chaque consommateur peut avoir un pouvoir d'influence, peut par son action faire bouger les lignes. Après au quotidien on essaye aussi au niveau des équipes d'être beaucoup plus vigilants sur ce qu'on fait nous, on essaie d'incarner aussi ce qu'on préconise, on cuisine davantage, on consomme majoritairement, enfin on consomme que des produits sans chimie, on soutient nos agriculteurs locaux, voilà, on essaye de s'appliquer ce qu'on propose de mettre en place au niveau des gens. Quel est votre prochain rêve ? Mon prochain rêve, on en a parlé tout à l'heure, c'est que la vérité soit faite sur ce qu'on mange. Merci beaucoup Sébastien pour votre accueil et longue vie à Nod. Merci d'être venu et avec plaisir, merci pour ce temps partagé.